On va vous parler de mode. Comment le secteur de la mode peut-il réduire son impact social et environnemental? Alors social et environnemental, puisque l'industrie de la mode a beaucoup d'efforts à faire sur ces deux tableaux. La production de vêtements dans le monde a doublé ces 15 dernières années. Toujours plus de vêtements à des prix toujours plus dérisoires. Forcément, ça cache quelque chose. Alors, selon le Global Slavery Index, je savais que j'allais avoir un accent pitoyable, mais voilà, c'est dit. Donc, c'est une étude réalisée en 2018. L'industrie de la mode serait le deuxième plus grand secteur, après celui de la technologie, à soutenir des pratiques assimilables à de l'esclavage moderne, travail forcé, sous-payé, insécurisé, etc. L'industrie de la mode décroche aussi la deuxième place des industries les plus polluantes, cette fois-ci, après celle du pétrole, pesticides et eau pour cultiver les matières premières, substances chimiques en tout genre pour transformer, kérosène pour transporter. La mode émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Son impact est plus important que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Alors je vais arrêter les chiffres, vous l'avez compris, lors de la transition a sonné. Et mes quelques invités l'ont bien compris aussi et tentent d'impulser cette transition depuis quelques temps déjà. Avec moi autour de cette deux tables, Dina Jack, bonjour. Vous êtes chargée de développement de Sioux Hélène, le tiers-lieu des cultures textiles engagées. Donc vous réfléchissez, vous sensibilisez le public à ces problématiques et vous accompagnez aussi des entrepreneurs du textile responsable. Maria Fortunato, bonjour. Vous êtes cofondatrice du French Bureau, un espace ressources de rencontres, de formation et d'information au service de l'écosystème de la mode française. Et vous êtes experte en éco-innovation et également membre de Fashion Revolution France, un collectif mondial qui s'est créé, donc de la partie française de ce collectif, qui s'est créé après la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh et qui incite donc à consommer la mode autrement. Florian Paluel, bonjour. Vous êtes directeur développement durable de Picture Organique, une marque de vêtements de sport de glisse éthique, durable et transparente. Et enfin, Ludovic Quinault, bonjour. Vous êtes le PDG de CKFK, anciennement Skunk Funk, une marque éthique mais de vêtements féminins cette fois-ci. Maria Fortunato, je voudrais commencer par vous avec peut-être un bref état des lieux. Je voulais vous demander comment on en est arrivé là, comment la mode est devenue la deuxième industrie la plus polluante, comment on peut expliquer cette place sur ce podium. Je pense que le micro fonctionne. Ça marche. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. Effectivement, la mode, c'est une industrie mondialisée avec des normes, des intermédiaires et extrêmement complexes. C'est-à-dire que le coton peut être cultivé à un endroit et le produit assemblé à un autre. On est arrivé là parce que, comme toutes les industries, on ne s'est pas vraiment posé la question de comment on produisait. Donc toujours aller de l'avant, consommer plus. On a atteint vraiment un pic important avec la fast fashion. Donc ça fonctionne comment en fait aujourd'hui pour produire un t-shirt Eh bien, il y a le modèle de la fast fashion où c'est toujours la recherche ou d'autres marques conventionnelles, c'est-à-dire produire au moins cher. C'est-à-dire dans les années 80, il y a l'ouverture des quotas douaniers avec la Chine. Il y avait un énorme tissu industriel en France et en Europe. Et la recherche des plus bas coûts a emmené les entreprises françaises, par exemple, à aller confectionner en Chine et toujours plus loin. Ce qui est polluant aussi. Donc, on a par exemple un cycle de vie d'un produit. Le coton est cultivé, par exemple, qui peut provenir d'Afrique, d'Inde, être ensuite envoyé par balle pour être tissé, par exemple, en Europe ou rester en Chine. Ensuite, être confectionné en Europe ou sur différents sites de production. Et tous les accessoires vont aussi être fabriqués à différents endroits. Donc en fait, un jean peut faire 2 fois et demi le tour de la Terre.
d'où énormément d'impact, si je peux me permettre. Beaucoup d'intrants de consommation de ressources, autant en eau qu'énergie, et d'intrants chimiques. Non, je vous en prie. Pardon, je continue. Donc, en fait, une chaîne, un cycle de vie, donc, commence par les matières. Je fais vite un topo. Commence par les matières, donc, qui utilisent déjà, par exemple, dans le cas du coton, des énormes quantités d'eau, utilisation de pesticides, insecticides. Ensuite, ça, je parle pour les fibres naturelles. Ensuite, il y a le process de ennoblissement, enfin, tissage, filature, tissé et teinture, plus tous les effets d'élavage. Donc, à chaque cycle de vie du produit, on va utiliser des produits chimiques, de l'énergie, de l'eau, avec des rejets de gaz à effet de serre, de pollution de l'eau, de consommation d'eau. Et à chaque étape, vous allez avoir du transport. Donc, émissions à gaz à effet de serre. Au niveau de la confection, donc là, on a du tissu. On est passé donc de la matière première, du fil au tissu, et ensuite à la confection. Là, c'est le jeu du social, dont la conséquence qui a amené à beaucoup de prises de conscience, c'est l'effondrement du Rana Plaza en 2013. Ensuite, vous avez la fin de vie de distribution. Le consommateur a un gros poids environnemental, notamment dans l'entretien des textiles, enfin des vêtements, etc. Et la fin de vie, puisqu'il y a la problématique des déchets. On reparlera de tout ça pendant 7 heures. Pendant 7 heures et non pas 7 heures, vous avez compris. Ludovic et Florian, vous produisez avec vos marques respectives du textile durable. Ça veut dire qu'on change totalement comment on fabrique du textile durable. Ça change du début à la fin de la chaîne de production. Qui veut commencer? Bonjour à tous. Effectivement, nous, chez Picture, on fait du textile durable. C'est une marque qui a été créée en France en 2008. Et la volonté tout de suite des 3 créateurs de Picture qui sont originaires de Clermont-Ferrand, c'était de démocratiser en fait, l'achat responsable. C'est-à-dire que pour que tout le monde autour de cette assemblée puisse commencer à consommer responsable, il ne faut pas qu'un produit fait de coton biologique ou de polyester recyclé soit plus cher qu'un vêtement conventionnel. C'est en fait le point de départ et le postulat de départ qu'on a eu chez Picture. Et du coup, pour cela, quand on a cet engagement dès le départ, en fait, tout le business model d'une entreprise est remis à zéro, est remis à plat. Et on switch un petit peu dans notre manière de faire en travaillant des matières responsables, travailler avec les bonnes usines, et tout ça en étant conscient que les matières premières, on va les payer plus cher que les matières conventionnelles, que du coup, on va pouvoir, entre guillemets, l'absence de marge qu'on pourrait faire en travaillant de la matière conventionnelle, c'est moins de marketing derrière. En fait, il faut repenser complètement le modèle. Et c'est quelque chose sur lequel on n'est pas habitué parce que depuis des années, les modèles conventionnels de production avec des matières à bas coût, des matières liées aux produits chimiques, des matières conventionnelles, plus des unités de production, comme tu le disais avec cet effondrement au Bangladesh, fait qu'on a toujours été habitué à ça. On a toujours été habitué aux t-shirts, entre guillemets, pas chers, qu'on peut renouveler 10-15 fois par an. Et là, on est arrivé à un point où ça ne peut plus durer. Donc, du coup, c'était la volonté de départ avec Picture, qu'on puisse être une alternative très crédible dans l'industrie qui est la nôtre, donc ski, snowboard, surf, mais avec des prix qui sont tout à fait alignés sur les marques qui, depuis des années, produisent de manière conventionnelle. Donc là, par exemple, un t-shirt Picture en prix public avec TVA, il est à 32 €, ce qui est aligné par rapport à toutes les marques de l'industrie de la glisse qu'on peut connaître. 32 € en payant le coton biologique plus cher, en travaillant avec des usines qui sont certifiées d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, en ayant le champ de coton qui est à 150 km de l'usine de confection en Turquie. Donc c'est tout un process qui fait qu'on peut dire à la fin que notre produit est durable. Mais encore une fois, l'industrie textile est bourrée de petits éléments auxquels on ne pense pas forcément. Et dans notre cycle de vie du produit entre les champs de coton et l'usine de confection, si toutes les usines fonctionnent
parce que quand je parle de fonctionner, c'est par exemple éclairer une usine ou faire tourner les machines qui vont permettre de confectionner le produit. Si toutes ces usines-là utilisent une énergie provenant du charbon ou du pétrole, bah, tout de suite, on est sur un cycle de vie qui est un peu remis en question par rapport à l'origine de la matière première, etc. Donc là, nous, 100% durable sur tous les points. Bah, c'est là où on essaye de passer un petit peu le next step, de ne pas seulement s'arrêter au produit fini avec une belle matière, mais de travailler avec toutes les parties prenantes, les sous-traitants, et essayer d'avoir de l'influence sur cette partie énergie aussi qui est énorme, quoi. Ludovic Quinault, vous, Kung Funk, qui est devenu SKFK, vous avez pris un tournant éthique il y a quelques années, mais ça n'a pas été la volonté de départ. Au départ, c'était une marque de mode conventionnelle, entre guillemets. Conventionnelle, oui. Comment ça s'est passé, ce tournant? Bon, la marque, elle existe depuis 20 ans. Il y a une dizaine d'années, on a, avec l'expansion en fait, du volume, avant on produisait, lorsque la marque est petite, on produisait localement. La marque est basque-espagnole, donc de Bilbao. Donc c'était assez facile, je dirais, d'être durable lorsqu'on était petit. Et avec le succès de la marque, on s'est retrouvé à une problématique qui était de gros volumes qu'on ne pouvait plus produire facilement en Europe, et donc de s'ouvrir sur l'Asie en découvrant ce que voulait dire l'Asie. Et c'est en allant là-bas, c'est en se déplaçant qu'on a constaté les conditions de travail et surtout la pollution qui pouvait sortir des usines directement. Donc la première chose à faire, c'est de se déplacer pour vraiment voir aussi ce qui se passe, ce que le consommateur ne peut pas faire, mais que nous, en tant que marque, c'est un peu notre devoir aussi, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe. Et qu'est-ce que ça veut dire la mode durable? Parce que je pense que c'est important d'en parler. La mode durable, c'est essayer de baisser tous les impacts que l'on peut avoir au niveau de toute la chaîne de valeur du textile. Puisqu'à partir du moment où on fait de la mode, on pollue. Donc c'est de partir du constat que si on veut vraiment être parfait, eh ben on ne produit rien. Forcément, nous, on fait partie de la mode, et ce que l'on veut faire, c'est pas soit on arrête, mais c'est de se dire, il y a un modèle conventionnel qui est négatif pour la planète. Peut-on faire, nous, en partant de la mode conventionnelle, peut-on se transformer en mode durable? Et si oui, montrer l'exemple que c'est possible de transformer une entreprise et tous ces process d'une mode conventionnelle à une mode durable. La difficulté, elle est sur la longueur de la chaîne de valeur, on en parlait, mais du textile, qui est une des plus longues de l'industrie, où le nombre d'étapes, si on parle juste d'un t-shirt qui est un produit très très simple, il y a une douzaine d'étapes. Donc ça peut être 12 endroits différents avant de juste faire un t-shirt tout simple. Et c'est obligé que ce soit 12 endroits différents? On ne peut pas tout faire? Oui, parce que ce sont des métiers différents. Le premier endroit, c'est le champ de coton. Mais après, le coton, il va falloir le nettoyer, enlever les graines. Donc ça va être dans une certaine usine qui va faire ce travail-là, de nettoyer et puis après, on va donc le transformer en fil, une filature. On va le tisser. Après, on va faire de la teinture. Après, on va faire du lavage parce qu'il faut avoir une certaine finition du tissu. Et ensuite, on va être sur de la confection, peut-être sur des imprimés supplémentaires. Puis, on va rajouter les accessoires, les fermetures éclairs, toutes ces choses-là. Et ensuite, après, il va falloir qu'il soit emballé, il va falloir qu'il soit transporté et qu'il arrive dans un magasin. Et à la fin, on parlait de la fast fashion. Toutes ces étapes-là peuvent donner un t-shirt à 5 € en magasin. Et on peut se poser la question, comment c'est possible d'arriver à 5 € lorsqu'on connaît toutes ces étapes? Le problème étant que le consommateur, lui, ne connaissant pas toutes ces étapes, n'est pas choqué par le prix. Quand on voit un t-shirt à 5 € dans un magasin, un t-shirt neuf, on peut partir du principe qu'il y a eu de l'abus quelque part ou qu'il y a eu de l'exploitation, c'est sûr. C'est certain. Vous voyez vous-même, je pense que vous allez dans un café, vous payez votre café 1,50 € ou 2 €, vous vous rendez compte que le café, il a juste été... Enfin, le process du café entre la récolte et dans votre tasse, il n'y a pas beaucoup de transformation. Comparé à un t-shirt, vous vous rendez compte que la différence est assez énorme, le nombre de personnes qui ont travaillé le long de la chaîne. Et donc, c'est évident de se dire, un t-shirt à 5 €, c'est au prix, il y a un coût social énorme derrière ça. Vous utilisez tous les deux du coton biologique, vous qui vient d'Inde, je crois, oui. De Turquie pour Picture.
Est-ce que, c'est une question peut-être naïve, mais c'est pas possible de faire du coton plus proche de chez nous? Parce que forcément, quand on pense durable, on pense aussi au coût à l'impact du transport. Quand on va chercher sa matière première à l'autre bout du monde, forcément, il y a un impact énergétique. Est-ce que c'est possible d'avoir des matières premières françaises ou européennes ou espagnoles? Pour le coton, non, mais pour le lin, oui, par exemple. Parce que le lin, le premier producteur mondial du lin, c'est la France. Mais par contre, il n'y a pas le reste de l'industrie pour suivre. Donc après, 98% de la production du lin part en Asie pour être transformée. Et va revenir après en France sous forme de vêtements ou de linge de maison. Parce qu'il n'y a pas les industries, les usines en France pour transformer cette matière première. Exactement. Oui, en tout cas, ils y sont plus. En tout cas, elle n'existe plus. Après, dans tous les cas, en France, la culture du coton est quasiment inexistante. Donc nous, la culture du coton la plus proche de la France, c'est la Turquie. Donc on est présent là-bas depuis la création de la marque en 2008. Et en fait, on est sur vraiment une supply chain très courte entre les champs de coton qui sont à 150 km au sud d'Izmir, si vous voyez où c'est Izmir pour certains. Et donc à 150 km plus haut, on a la confection. Et toutes les étapes de ginning, de filature, de tissage, de tricotage et de teinture sont sur ce périmètre. Donc là, c'est plutôt très très court. Mais effectivement, une fois que le produit fini est terminé et emballé, après, il faut pouvoir l'acheminer vers le consommateur final ou vers les magasins avec qui on travaille. Donc il y a forcément une étape de transport à un moment donné, surtout pour une marque comme nous qui est présente dans plus de 40 marchés, dans 40 pays. Donc finalement, notre polyester recyclé, par exemple, donc en gros, pour faire une veste de ski, parce que c'est quand même notre cœur de métier, même si on parle de t-shirt depuis tout à l'heure, une veste de ski, très simplement, en fait, c'est du plastique. C'est-à-dire qu'un tissu technique polyester provient du pétrole. La manière conventionnelle de fabriquer une veste de ski, c'est d'extraire du pétrole. C'est très simple. Donc chez Picture, nous, on recycle de la bouteille plastique pour faire du fil et derrière avoir un fil synthétique qui permet de faire de vestes de ski. Et donc là, on est sur un circuit court qui est à Taïwan, entre le recyclage de bouteilles plastiques qui vient de l'équivalent de notre poubelle jaune, mais en version taïwanaise, et pour avoir un tissu fini à la fin. Et là, pareil, effectivement, on est sur de la matière première étrangère, mais étant donné qu'à l'international, on est aussi présent sur le marché asiatique, marché australien et néo-zélandais, c'est relativement court, entre guillemets, d'aller pouvoir livrer ces pays-là. Et vu que nous, en fait, on est sur un modèle de travailler avec des magasins revendeurs, je prends l'exemple du Vieux Campeur parce que dans notre industrie, c'est vraiment un magasin que tout le monde connaît par rapport à l'outdoor. Et en fait, ça nous permet de produire à l'étranger avec des matières environnementales et des standards sociaux qui sont très élevés, tout en gardant un prix public final à la fin qui est cohérent. Et si on voulait, par exemple, faire rapatrier du Made in France, tout en ayant le coton, dans tous les cas, en Turquie, parce qu'il n'y a pas de prod en France, pour faire, par exemple, du Made in France, il faudrait accepter de squeezer, si vous voulez, un intermédiaire. Donc squeezer, par exemple, ce Vieux Campeur, qui crée des emplois, qui fait participer la vie locale de plein de villes. Et là, effectivement, on pourrait avoir un produit, par exemple, Made in France T-shirt, toujours coton bio venant de Turquie, à un prix relativement cohérent. Donc ça, nous, ça a été notre modèle de distribution dès le départ, parce qu'on est sur une industrie ski, surf, snowboard qui est historiquement liée aux magasins, historiquement liée à la présence de petits skate shops dans les centres-villes, par exemple. Donc voilà, c'est une totalité c'est un business model finalement. Dina Jack, je voudrais aussi vous donner la parole. Vous travaillez donc à Suelen, le tiers-lieu des cultures engagées à Bordeaux, des tiers-lieux des cultures textiles engagées. J'avais oublié un mot quand même important. C'est quoi pour vous les cultures textiles engagées? C'est quoi le textile durable? Parce que j'imagine que vous travaillez aussi avec des entrepreneurs qui ont d'autres pratiques innovantes. Vous pouvez peut-être nous en parler? Alors, oui, ça marche. Effectivement, nous sommes un tiers-lieu dédié au textile éco-responsable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, c'est la sensibilisation du grand public pour consommer et produire autrement. Donc, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de mode et vêtements et production éthique et éco-responsable. C'est très important. Mais il y a aussi une manière de consommer autrement. Et notre tiers-lieu, en fait, ça rassemble plusieurs acteurs, plusieurs entrepreneurs et coworkers qui luttent contre l'industrie de la mode qui pollue beaucoup, comme on a dit. Et il y a
plusieurs exemples de nouveaux projets et des projets innovants. Donc, si je prends quelques-uns, donc il y a Until qui est ici aujourd'hui. Elle fait des vêtements made in France unisex. Donc, c'est possible d'échanger entre sœurs, frères, cousins, cousines. Après, on a un autre projet qui s'appelle Milan AVGC. C'est du patronage zéro déchet. Donc, en fait, au début, quand on commence de fabriquer des vêtements, il y a beaucoup de chutes de tissu. Et du coup, elle a commencé de repenser le patronage. Elle a créé un projet où c'est du patronage zéro déchet. Donc, il y a zéro chute. Après, il y a d'autres exemples comme Petit Pot. C'est des vêtements pour enfants qui sont irréversibles. Et du coup, les enfants peuvent porter plus... ça dure plus longtemps en fait, et tu changes le taille des vêtements. Donc ça, c'est les coworkers et les entrepreneurs. Côté sensibilisation, en fait, moi j'ai envie de parler éducation, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience des consommateurs qu'on peut faire autrement, on peut consommer autrement. Je pense qu'on a assez de vêtements dans les placards et il y a beaucoup de vêtements qui sont jetés ou pas portés dans les placards. Et en fait, maintenant, il y a une tendance de friperie, de acheter d'occasion. Dans 10 ans, apparemment, l'industrie de friperie va surpasser le fast fashion. J'ai lu ça dans le State of Fashion Report de 2019. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience de recycler, réparer, upcycler et faire autrement. Et donc, notre tiers-lieu, il est vraiment fondé sur ces valeurs. Le tiers-lieu est là pour des particuliers et aussi pour des porteurs de projets et des entrepreneurs. Donc, on a des ateliers qui sensibilisent. Et après, il y a tout une gamme de formation et incubation pour soutenir des entrepreneurs. Et donc, en fait, j'ai juste quelques exemples. Donc, juste pour vous montrer, si je peux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a une stand à ICIS avec SKFK aussi et les autres coworkers. Donc, on a des kits. Donc, en fait, c'est des kits zéro déchet. Donc, au lieu de, quand on fait des courses, d'utiliser des sacs plastiques, en fait, ça, c'est des pochons en vrac. Et donc, on peut les réutiliser. Donc, on remplace le jetable avec le réutilisable. Et on utilise le trapilo. Donc, ici, je n'ai pas amené la bobine, mais ça, c'est des chutes de t-shirts qu'on achète en Portugal. On achète en Portugal parce que le gouvernement il a des aides là-bas pour le upcycling ou le recyclage. Et donc, ça, c'est des chutes de t-shirts qu'on réutilise pour créer des kits. Dernier exemple. Donc ici, on a le kit Tawashi. Donc c'est une éponge japonaise. Hop, comme ça. Et donc dans les kits, vous achetez tout pour le faire vous-même. Donc c'est aussi une manière de sensibiliser. Et encore, donc ça, le noir, c'est le trapilo. Donc c'est les chutes de t-shirt qu'on upcycle pour montrer qu'on peut faire soi-même, on peut faire autrement et on peut remplacer le plastique avec d'autres choses. Très bien. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la sensibilisation du public qui ne sait pas forcément effectivement le coût de la fast fashion et qu'est-ce qu'il y a derrière un t-shirt qui coûte rien. Je crois que Picture Organique, vous travaillez beaucoup sur ça, sur la sensibilisation et l'explication à vos clients. Combien il y a un petit test sur votre site, j'ai essayé de le faire pour voir quel impact on a sur nos vêtements. Oui, c'est ça. En fait, on juge qu'on a une responsabilité par rapport aux produits qu'on met sur le marché. Et en fait, on avait fait une analyse de cycle de vie du produit, autant sur la partie qui nous concerne entre les matières premières et le produit fini, mais aussi sur la partie utilisation que peuvent en faire les clients. Et en fait, le simple fait, notamment sur un produit qu'on va laver, par exemple un t-shirt qu'on va laver une 30aine de fois par an, l'impact lié à ça et qui est lié aussi du coup à celui qui nettoie son produit, donc le consommateur final, est assez énorme. Donc on a sur notre site internet des petits modules pour sensibiliser, etc. Mais moi je suis quand même assez... en fait je pense qu'il y a un changement de paradigme complet par rapport à ça, dans le sens où tant que tout, que ça soit l'achat responsable dans le textile, que ça soit nos modes de déplacement ou nos modes de consommation liés à l'alimentation, tant qu'il n'y aura pas un changement total de paradigme, je pense que les choses ne bougeront pas très vite. Et par exemple, j'ai lu quelque chose récemment sur les 10 industries les plus polluantes, enfin les 10 entreprises les plus polluantes d'Europe, avec 9 usines qui tournent au charbon
donc productrice d'électricité liée au charbon, et Ryanair qui est en 10e position, donc la compagnie aérienne. Et du coup, c'est incroyable, je trouve. Je dérive un peu du textile, mais c'est vraiment pour être en mode de consommation. C'est incroyable qu'on puisse prendre l'avion en Europe à 40 balles pour aller à Barcelone depuis Lyon. Je dis ça parce que je suis de Lyon. Et qu'à côté de ça, le train soit toujours horriblement cher. Et du coup, dans la tête des gens, et nous tous, si le train devenait moins cher, on le prendrait, et ça ne ferait pas de nous des écolos. Ça ferait juste de nous des gens qui sont opportunistes et qui prennent le train, mais ça serait très bien, parce que du coup, le bénéfice pour la planète, ce serait énorme. Et du coup, dans l'industrie du textile, c'est exactement pareil. Tant que la consommation responsable ne sera pas au même prix que la consommation conventionnelle, une petite partie de personnes qui sont engagées iront là-dedans, mais pour toucher la masse et pour toucher quelque chose qui aura un impact à l'échelle de la planète pour une réduction de nos émissions, ça sera encore faible. Donc nous, à notre niveau, chez Picture, on sensibilise, on fait ce qu'on peut, on produit de manière la plus respectueuse possible, mais vraiment pour toucher le très très grand public, il faut que ça switch à tous les niveaux, quoi. Maria Fortunato, vous me disiez au téléphone que les gens, effectivement, n'ont pas conscience de la valeur des choses qu'ils achètent, de combien devrait coûter un t-shirt, un vêtement. Aujourd'hui, donc quand on veut acheter éthique, responsable, alors ça reste, vous avez des marques qui restent assez accessibles pour des produits de qualité, mais quand on a l'habitude d'acheter des t-shirts à 5 euros, des chaussures à 15 euros, pour beaucoup de gens, c'est le cas. Comment on fait aussi pour parler de mode éthique à ces gens-là qui pensent vraiment que payer 50 euros pour un jean, c'est exorbitant et qui n'ont tout simplement pas les moyens de le faire? Est-ce qu'on peut s'habiller responsable même quand on n'a pas d'argent? Eh bien, je dirais oui. Après, je comprends, autour de moi, j'ai des gens effectivement qui me disent je veux être à la mode, mais je ne peux pas me payer un t-shirt à 40 euros, 30 euros. Ça, c'est un fait, c'est ce qui se passe. Du coup, j'ai envie de leur dire pourquoi ne pas acheter un seul t-shirt, le garder plus longtemps que de s'en acheter 3 ou 4. En fait, on a perdu la relation à un vêtement, on n'a plus la notion des choses. Je sais pas, il y avait eu une expérience, je crois que c'était aux Pays-Bas, où lors de la Fashion Revolution, il y avait dans la rue un distributeur achetez votre t-shirt à 2 euros. Donc tout le monde disait ouais, c'est génial, je mets une pièce. Et d'un seul coup, il y avait une vidéo d'une personne qui disait ben voilà votre t-shirt. Il a pollué. C'est une ouvrière à l'autre bout du monde qui est payée 80 centimes. Par exemple, sur un t-shirt, juste en comparaison, un t-shirt vendu 29 euros. L'ouvrière ne reçoit que 80 centimes, donc 0,6%, et le magasin fait 59%. Donc ça, c'est le collectif éthique sur l'étiquette. Je vous engage à regarder ce qu'ils font. Du coup, il y a vraiment, comme pour tout, en fait, la valeur que l'on donne aux choses. Ensuite, s'habiller responsable, éthique. Ça, c'est un choix. Moi, je m'habille en seconde main la plupart du temps. J'échange. J'achète aussi des produits neufs, bien sûr. Enfin, je fais attention. Parce que la mode, avant tout, c'est se faire plaisir. Et c'est vrai que les magasins, par exemple, les vêtements en seconde main, il peut avoir un a priori pendant longtemps. C'est pas propre, c'est ceci. Enfin, voilà, je comprends ces freins-là. Donc c'est réparer aussi, c'est réparer, échanger, faire ses vêtements. Je sais qu'on n'a plus du tout le temps, mais c'est aussi avant tout, pourquoi pas ne s'acheter un très beau vêtement et que l'on garde, au lieu de le garder 1 an, mais le garder 5 ans, avec les matières, les finitions que vous pouvez remettre longtemps après. Voilà, c'est à chacun, je pense, d'être responsable, mais aussi d'interpeller les marques. Donc c'est aussi le mouvement Fashion Revolution qui incite à interpeller les marques. Qui a fait vos vêtements? Donc ça oblige un peu les entreprises aussi à répondre sur la transparence. Les marques, justement, ont des comptes à rendre? Parce que là, on parle beaucoup, et on va continuer à en parler, de la responsabilité de chacun.
voilà, à être au courant, à s'habiller autrement. Oui. Mais les marques, les entreprises qui exploitent des gens, qui polluent, qui nous vendent des vêtements à rien du tout, est-ce qu'elles ont des comptes à rendre? Est-ce que légalement, elles doivent respecter des restrictions, des lois? Est-ce que... Alors, les entreprises en soi, je dirais que qu'est-ce qui va les obliger à produire mieux? C'est garder la clientèle. C'est des risques, par exemple, si elles ont un risque d'image, pardon. Par exemple, s'il y a un scandale, par exemple sur une chaîne de valeur ou le Rana Plaza, c'est-à-dire que le client va se rendre compte et va acheter moins. De toute façon, une entreprise va changer que si elle va continuer à vendre. Ensuite, au niveau des réglementations, il y a une loi typiquement française qui a été votée, le devoir de vigilance, voté en février 2017, donc grâce au collectif Éthique sur l'étiquette, qui a bataillé pendant des années et suite à l'effondrement du Rana Plaza. Donc chaque société mère doit publier ou mettre en place un plan pour restreindre ou supprimer les atteintes aux droits de l'homme. Et on peut avoir des actions en justice. Donc elle est responsable sur sa chaîne de valeur pour les sous-traitants. Et ça, c'est une première française. Et pour l'instant, il y a déjà eu des répercussions de cette loi, Alors, j'ai lu le dernier rapport qui est sorti. En fait, il y a quelques entreprises qui ont publié leur plan de vigilance, c'est-à-dire de mettre en place des actions pour qu'il n'y ait pas d'atteinte aux droits de l'homme. Le rapport note que les entreprises ont fait ça un peu superficiellement, très très vite. Du coup, on peut les attaquer. Enfin, les ONG, par exemple. Donc, ça a été voté en 2017, 2018 et encore du flottement, et peut-être en 2019. Mais elles prennent ça un peu à la légère. Et je dirais que si elles continuent à vendre leurs vêtements, je pense qu'elles ne feront pas d'efforts. Enfin, après, c'est comme des marques comme Picture, où vraiment ça fait partie de l'ADN de leur marque, en fait. Moi, je pense qu'il y a une réalité, malheureusement, là, autant en parler, hein, c'est que la façon dont n'importe quelle entreprise est mesurée, c'est par rapport à un bilan comptable. Et les investisseurs et tout le monde a regardé cette analyse qui est standardisée. On parle maintenant, ça a été évoqué il y a le groupe Kering qui a, à travers la marque Puma qui avait commencé ça il y a quelques années, de parler d'un bilan à 3 dimensions et de pas seulement mesurer le côté purement financier, le compte de résultat de l'entreprise, mais de prendre aussi en compte les externalités, c'est-à-dire les effets qu'on peut avoir sociaux ou environnementaux lors de la production. Et à ce moment-là, de voir que lorsqu'on fait les choses bien, à ce moment-là, on crée du positif qui va se rajouter au bilan financier purement en euros, qu'on peut à la limite valoriser aussi en euros. Et puis tout ce qu'on va faire en pollution ou en dégâts sociaux, à ce moment-là, qui vont aller gréver notre résultat. Si on fait ce genre d'analyse et de compte de résultats, on va se retrouver avec des entreprises qui actuellement font d'énormes profits, purement financiers, mais si on refait un bilan net de leur activité par rapport à ce qu'elles vont avoir comme dégâts en Asie ou en Afrique, où elles vont produire à bas coût, à ce moment-là, on va se rendre compte que net, sans doute, ils auront un impact négatif sur la planète, socialement et du côté environnemental. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas, c'est juste de la bonne volonté pour essayer de faire. Donc des entreprises comme nous, Picture, ou nous, on travaille beaucoup sur s'analyser. Donc sur nos sites, on mesure, c'est beaucoup de travail, c'est de mesurer l'impact CO2, par exemple, de nos produits. Donc on fait de la transparence, on essaie de montrer aux gens un autre modèle. Mais la réalité, aujourd'hui, elle est financière, et que ceux qui, malheureusement, ont des impacts très négatifs socialement et sur l'environnement font d'énormes bénéfices. Et peuvent même faire de l'optimisation fiscale. Lorsque des sociétés plutôt de notre taille, nous on est beaucoup plus normaux, on a des marges beaucoup financières
beaucoup plus faible. Et à la fin, on paye les taxes maximum, puisqu'on ne fait pas d'optimisation, on n'est pas des professionnels de ce côté-là. Donc c'est une réalité je pense, du marché aujourd'hui. Mais c'est quand même rentable de faire de la mode éthique aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un plus grand intérêt de la part des consommateurs? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Parce que là, on en parlait, c'était la question de tout à l'heure. Nous, au niveau de Scanfunk, maintenant SKFK, on fait beaucoup de salons, on est et on est au contact avec les clients. Il y a beaucoup de bonne volonté de la part des clients, le consommateur, mais dans les faits, la dimension de consommation, c'est-à-dire qu'on idéalise un peu, on dit c'est très bien ce que vous faites, vraiment bravo. Mais après, dans les actes, il y a vraiment des puristes qui vont faire les efforts, mais c'est vraiment une minorité. Et une entreprise comme nous, on est sur des marges très très faibles et chaque année, c'est un combat pour réussir à dégager un minimum de profit, mais on est très très proche de l'équilibre. On n'est pas sur donc on ne peut pas investir, on ne peut pas faire même de communication sur tout le travail qu'on peut faire puisqu'on n'a pas les moyens et tout est dans le produit. Est-ce que vous pensez que vous devriez recevoir des aides de l'État ou de l'Europe, comme il y a d'autres filières qui sont soutenues pour la transition écologique? La mode éthique, est-ce qu'elle est soutenue ou pas du tout? Moi, je pense que les aides, c'est pas une bonne chose, parce que ça empêche l'innovation. Si on n'a pas d'aide, on doit se débrouiller nous-mêmes, on doit être très créatif et on doit créer des choses. Ce serait plus de pénaliser le pollueur. De rien, ceux qui travaillent bien, ça se passe normalement, mais le pollueur doit être pénalisé. Et à ce moment-là, ça serait déjà rééquilibrer un petit peu le rapport de force entre, je disais, ceux qui vont au bas coût et donc qui vont énormément polluer, mais qui vont faire d'énormes bénéfices, et ceux qui font les efforts et qui dégageront très peu de bénéfices. On l'a vu, le pollueur n'est pas vraiment pénalisé aujourd'hui, à part si le citoyen boycotte et achète moins de vêtements de fast fashion. Vous disiez, Dina Jack, que la friperie va dépasser la fast fashion. Alors, c'est resté dans un coin de ma tête parce que j'étais surprise. C'est ça que j'avais envie de dire parce qu'on parle beaucoup de acheter, mais je pense qu'on a assez de vêtements dans les placards. Et il y a souvent des vêtements qu'on jette, qu'on ne porte pas. Et c'est vrai que la question que vous avez demandée il y a 5 minutes, est-ce qu'on peut acheter pas cher, mais aussi éthique? Tu as évoqué que les friperies, en fait, on était là cet après-midi dans les friperies de Bordeaux, et il y a plein, et c'est pas cher, et c'est pas que du vintage, c'est pas que une style vintage un peu des années 80, et il y a des choses un peu plus mode et tendance, donc en fait oui, il y a une possibilité. Exactement, qu'est-ce que vous avez évoqué, qu'il y a moyen en tant que consommateur d'aller manifester et d'aller boycotter, et c'est ça, Fashion Revolution France, c'est une partie, mais il y a aussi, et dans le même rapport en fait, j'avais lu que c'est les consommateurs qui poussent les grandes marques de changer leur manière de faire. Et en fait, si les grandes marques ne changent pas, ils vont fermer. Et c'est ça aussi que je vois un peu autour de moi, que si les grandes marques ne changent pas, ils vont être derrière. Ils vont pas surfer la tendance en fait qu'il y a aujourd'hui, parce que les jeunes et les millennials, ils demandent les vêtements éthiques, et c'est pas que acheter des vêtements bio et éthiques, mais c'est aussi en fait repenser comment on consomme, comment on achète. Est-ce qu'on peut faire vraiment autrement? Est-ce qu'on peut échanger avec des amis? On a fait ça beaucoup entre copines ou entre collègues au travail, et c'est aussi avoir des nouveaux vêtements en fait, si on échange. Donc c'est vraiment l'éducation, sensibilisation et penser autrement. Vous voyez ça comment, les friperies, le recyclage, le fait de ne plus acheter de vêtements neufs, parce que finalement, dans l'industrie de la mode, ça fait aussi vivre plein de gens, que ce soit à l'autre bout du monde, ceux qui sont dans les champs de coton, dans les usines, et ici en France aussi. Est-ce que vous pensez qu'il faut acheter moins de vêtements? Moi, je pense, ouais, honnêtement. Et après, nous, le paradoxe de ça, c'est qu'on est une marque qui fait 2 collections par an. Et là, si aujourd'hui on est 56 employés, c'est que ça a bien marché, c'est que les gens ont acheté nos produits, ça nous a permis de recruter. Moi, quand je suis arrivé en 2012, on était 6 dans la boîte, maintenant on est 56, on fait un peu moins de 30 millions. Et du coup, tout ça, ça a été des emplois qui ont été créés en France et de l'économie qui a été réinvestie, pareil, sur cette filière française. Donc après, il y a plein de choses qui existent. On est de plus en plus aussi sur de la location de vêtements.
Et nous, typiquement sur l'industrie outdoor, l'industrie du ski, ça ne serait pas déconnant qu'on puisse avoir des Bordelais ou des Parisiens qui viennent en vacances au ski pour une semaine par an, qui puissent louer une veste picture, nous la ramener ensuite et ne pas devoir acheter une veste. Et nous, de notre côté, ça pourrait être un nouveau business model qui se met en place et on serait très fiers de ça. Comme ça, on garde en plus la maîtrise en fin de vie du produit des vêtements qui nous reviennent. Et on est déjà sur des solutions de biorecyclage textile pour qu'on puisse refaire du fil à partir de vêtements usagés. Donc peut-être qu'au bout de 4-5 ans d'une veste de ski testée, ce produit-là, on le jugera qu'il n'est plus portable. Et là, pour le coup, on pourra le recycler, on pourra refaire du fil derrière. Mais tout ça, ça prend un peu de temps. Et là, on est au tout début de ce genre de fonctionnement. Mais notamment le biorecyclage pour une veste de ski, c'est quelque chose qui, enfin, pour un tissu textile polyester, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et ouais, donc plutôt pour le fait d'acheter moins et de trouver un modèle un peu différent de location, par exemple. Donc ce serait inventer un nouveau système économique, enfin fonctionner plus avec l'économie circulaire, quoi, par exemple. Oui. Nous venons de lancer, nous sommes la première marque à lancer un système de location. On l'a sorti la semaine dernière, puisque nous, on est persuadé que de toute façon la consommation doit baisser. Et donc en tant que marque, nous, on doit s'adapter et ne plus seulement être sur le modèle. Et donc on a travaillé depuis une année sur ce système que l'on a fait avec un partenaire pour gérer toute cette partie logistique, nettoyage. C'est précurseur, mais on doit essayer, comme je dis, c'est pour ça, les subventions, on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est de la créativité, c'est essayer des nouvelles choses. Être durable, c'est pas seulement du coton bio, c'est tellement vaste que voilà, c'est dans la créativité et c'est chercher au niveau commercial comme au niveau production toutes les nouvelles idées qui pourront apporter une baisse d'impact. Quand vous dites que vous avez lancé du coup la location de vêtements, pour la veste de ski, j'arrive à imaginer, mais là du coup on loue une robe. Exactement, on propose une location d'un look complet. L'idée c'est c'est par rapport à la base aux saisons, par exemple, si vous habitez en Europe du Nord, l'été ne va pas durer très longtemps pour vous. Achetez par exemple une robe ou des pièces très légères pour les porter juste quelques jours chez vous et une semaine dans les îles Canaries. Bon, et à 11 mois dans votre placard, c'est pas efficace. Donc de proposer justement ce genre de service. Prenez une tenue été que vous allez utiliser juste pendant vos vacances, certaines occasions, et puis l'inversement, quelqu'un qui habite au sud de l'Espagne, où il va faire chaud toute l'année quasiment, un blouson ou des tenues un pull et tout ça, on n'aura besoin que 1 ou 2 mois dans l'hiver. Et donc voilà, c'est d'apporter ce genre de service. On commande sur Internet, on reçoit son look à la maison et on le renvoie quand on n'en a plus besoin. Exactement. Vous pensez que c'est une bonne idée, ça, la location de vêtements, vous faites aussi? Non, nous on ne le fait pas, mais on soutient des projets qui le font. J'étais à Roubaix Fashion Green Days hier ou avant-hier, et Bocage parlait de leur atelier Bocage, et on peut aller dans les ateliers, dans les magasins de Bocage, et louer des chaussures, les porter pendant 2 mois, et après revenir prendre d'autres chaussures. Donc c'est sûr que ça baisse la consommation. C'est une manière de garder le look et être tendance et porter des nouveaux vêtements, mais pas avoir cette envie à la surconsommation. En fait, quelque chose que Ludovic, toi tu as dit quand tu es chez nous une fois, et il y a cette obsession de tout le monde, des personnes, d'acheter quelque chose de nouveau, et si on porte demain la même chose qu'aujourd'hui, en fait, les gens nous regardent et disent oh, c'est moche, mais non, en fait, on n'a pas besoin d'avoir trop de vêtements, en fait. C'est mieux d'avoir des vêtements de qualité qui sont plus durables. Et quelle est la responsabilité de la publicité et des médias? Parce qu'on a quand même des injonctions à consommer en permanence, que ce soit dans l'espace public ou dans la presse féminine notamment. Enfin, quand on achète un magazine féminin avec des guillemets, on a vraiment que de la pub et que des choses à acheter, les looks à avoir, etc. Et toutes les semaines, on nous dit d'acheter. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une transition à ce niveau-là? Maria Fortunato. Oui, je voudrais revenir sur ce qui a été dit. En fait, il y a le problème pour moi, c'est la surconsommation, surproduction aussi. En fait, c'est à chaque bout de la chaîne, parce qu'on peut produire
peut-être moins. C'est souvent les vêtements, en fait, les déchets, les vêtements qui sont non vendus vont engorger les filières qui n'en peuvent plus. Par exemple, les vêtements de seconde main. Maintenant, il y a beaucoup de fast fashion. Du coup, les filières n'arrivent plus du tout à les traiter. Donc, déjà, produire moins. Ensuite, effectivement, j'avais lu un article très intéressant sur effectivement notre relation aux vêtements, parce que il pleut, je me sens pas bien aujourd'hui, je passe devant un magasin, j'ai vu une photo, tiens, c'est je sais pas qui a une veste bleue, hop, je vais m'acheter une veste bleue, c'est top, je me sens mieux, ça dure 3 secondes, même moi je l'ai fait, hein, moi c'est les chaussures, hein, j'ai un petit, voilà. Du coup, c'est peut-être essayer de se dire, bon, ok, j'ai envie d'acheter une veste bleue, mais est-ce que j'en ai besoin? Moi, il m'est déjà arrivé d'acheter 2 vestes, j'en retrouve une au fond du placard en me disant, mince. Donc, c'est se poser la question, peut-être, est-ce que j'en ai besoin? À quoi ça me sert? Juste un chiffre, si je peux me permettre, que vous retrouverez après dans le guide là, de Le revers de mon look, qui a été fait par l'ADEME. En fait, une personne achète 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans et les conserve moitié moins de temps. Voilà, donc en fait, mais aussi la surproduction, après, c'est lié aussi au niveau de la production. Les industriels qui sont tenus par des minimums. Par exemple, j'ai besoin de vendre, je n'ai besoin de lancer que 50 pièces. Par contre, mon tisseur, pour des raisons technologiques, de chaîne de production, va m'obliger à commander 300 mètres. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Comment je les vends? Il m'est arrivé déjà d'aller dans des soldes de créateurs, de trouver que des vêtements en taille S, alors que la majorité de femmes, maintenant c'est L, M. Voilà, il y a un décalage un peu entre la connaissance de la clientèle. En fait, il y a des responsabilités, des réflexions à faire, à mener sur toute la chaîne. Je pense, moi, voilà, pas moi, Maria. Si je peux juste ajouter, je pense que si on parle de la responsabilité sociétale et environnementale des grands groupes ou même juste des marques, je ne me rappelle pas c'était qui, mais ils ont boycotté Black Friday. Donc, pas faire des soldes. Pardon? Patagonia. Voilà, je ne voulais pas dire parce que je n'étais pas sûre, mais je pensais que c'était Patagonia. Donc ça, c'est une façon de vraiment sensibiliser et dire, bon, on ne va pas faire le Black Friday, on ne va pas faire des soldes. Et c'est sûr que quand il y a des soldes et il y a une surconsommation, on achète quelque chose qu'on n'a vraiment pas besoin juste parce que c'est moins cher. Donc il y a des entreprises qui ont vraiment besoin de montrer, de montrer, je ne sais pas comment dire. C'est une tendance maintenant de boycotter et pousser, pas que des entreprises qui le font, mais aussi les consommateurs. Donc il y a les deux côtés. Mais la première question que vous avez demandé, le marketing et le média, c'est terrible parce que c'est les enfants qui regardent la télévision, les magazines et tout, ils voient des nouvelles vêtements, etc. Donc oui, il faut changer. Et ça, c'est pour ça que je parle beaucoup d'éducation et sensibilisation. Parce qu'à l'école, au début, quand ils sont jeunes, on peut changer leur mentalité. Et vous remarquez via les ateliers de sensibilisation que vous faites avec le public que les gens qu'il y a un intérêt grandissant et que les gens font plus attention à ces problématiques? Oui, je pense. Après, les personnes qui viennent dans nos ateliers sont peut-être déjà un peu sensibilisées, donc on essaie de toucher une audience qui est plus large que ça. Mais oui, on fait des ateliers de upcycling, de redonner vie à un vieux t-shirt. Donc oui, les personnes autour de nous, ils ont une prise de conscience, mais je pense qu'il faut aller en dehors de notre petit cercle parce que les personnes autour de nous, ils sont déjà conscients de ça. Mais je pense que petit à petit, oui. Et les rapports que j'ai vus dans le State of the Fashion, c'est que oui, les millennials et les jeunes, ils ont plus de conscience autour de l'effet sur la société et l'environnement. Si on regarde Greta Thunberg, bon, c'est pas le textile, mais c'est autour de l'environnement. Les jeunes, les enfants, ils ont vraiment un pouvoir pour changer quelque chose avec leur choix de consommation, en fait. Il ne faut pas qu'on attende les enfants, il faut que les adultes s'y mettent maintenant aussi. Hein. C'est toujours le problème quand on parle de sensibiliser les enfants, on se demande que vont faire les adultes en attendant. Donc si, si vous aviez quelques conseils à donner à notre audience pour s'habiller responsable, si on résume, déjà c'est peut-être
acheter moins, réfléchir avant d'acheter en tout cas, et peut-être faire attention à ce qu'on achète. Comment on peut savoir si c'est un vêtement qui a été fait dans de bonnes conditions? Déjà, il ne faut pas qu'il soit trop peu cher. Je pense qu'une des premières choses à faire, c'est se renseigner sur la marque qui fait le produit qu'on veut acheter. Est-ce qu'elle a un engagement qui est total? C'est-à-dire, est-ce que le t-shirt qu'on a sous les yeux, il fait partie d'une micro-capsule parce que c'est opportuniste en ce moment de faire un produit responsable, mais qu'à côté de ça, il n'y a absolument rien en termes d'engagement de marque totale. À côté de ça, il ne se passe pas grand-chose. Donc ça, c'est un premier truc à regarder. Et ensuite, oui, c'est une fois qu'on a regardé ça, s'intéresser un peu plus à réellement qu'est-ce que la marque fait en termes de matière, en termes de transport, en termes d'usines avec lesquelles elle travaille. Est-ce que cette marque est suffisamment transparente pour aller mettre publiquement les usines avec lesquelles elle travaille? Donc c'est un tout. Et je pense que la très grande majorité du public va continuer de consommer. Voilà, on veut se faire plaisir. Après, il faut le faire de manière raisonnée. Et on peut le faire de manière raisonnée et responsable. C'est ça qu'il faut quand même avoir en tête. Donc moi, ça serait mon petit conseil, ouais, je dirais. Ludovic, vous avez un conseil à donner? Oui, il y a de l'information qui est donnée pour qu'on dise qu'il y a les sites internet, mais si on n'a pas le temps d'aller sur le site web de tout, l'étiquette, c'est très important. Toute marque engagée va certifier ses produits. Donc on va retrouver des certificats. Un des plus connus s'appelle GOTS ou GOTS. Et il va y avoir d'autres certificats comme le commerce équitable aussi. Donc ces choses-là, ça existe. C'est sur les étiquettes des vêtements. Donc déjà, on peut voir certaines choses. Ce qui est important, ce qu'on disait, c'est partie de la Fashion Revolution, c'est pas où sont fabriqués les vêtements, mais comment ils sont fabriqués. Donc c'est pour ça, c'est pas parce que c'est un made in China que c'est pas bien, parce qu'un made in Italy est meilleur. On sait très bien qu'il y a des ateliers clandestins en Italie qui fabriquent des vêtements. Il y en a sans doute aussi en France. Hein. Et donc on peut avoir le made in n'est pas la seule façon de voir les choses. C'est vraiment le comment qui est important, qui est derrière. Il faut aller chercher un peu plus loin, quoi. Il faut être curieux. Dina, est-ce que vous avez un petit conseil à donner? Vous avez déjà donné beaucoup, mais... Penser avant d'acheter. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Réparer au lieu de jeter. Échanger avec des copines, des cousines, des cousins, etc. Penser ce commun. Donc, c'est un peu la même chose qu'à échanger, mais est-ce qu'on peut acheter autrement? Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Quand j'achète des vêtements, je regarde la marque et j'essaie d'être consciente de tout ça. Donc ça, je ne suis pas contre ça. Je suis avec vous, mais je rajoute qu'il y a moyen de vraiment penser autrement, être conscient de nos choix. Et de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose avant de l'acheter, et si on va l'acheter, est-ce qu'on peut acheter avec plus de responsabilité. Maria? Alors moi, je voudrais je suis en contact avec des créateurs, donc je voudrais motiver, sensibiliser, si vous devez acheter des vêtements, à privilégier ces marques. Il y a beaucoup de jeunes gens qui se lancent, ou moins jeunes, et qui vraiment, c'est très compliqué pour eux de acheter des matières, voilà, ça leur coûte cher. Donc et forcément, pour eux, c'est très dur de trouver des clients. Donc, vous voudrez vous pousser. Quand vous rentrez dans un magasin qui est près, souvent en centre-ville, c'est toujours les mêmes. Donc, peut-être faire un petit pas de côté et dire, OK, j'ai besoin d'un pull, chez qui je vais, ou d'une veste, peut-être chez toi. Voilà, juste regarder d'une autre façon. Après, la mode, on doit se faire plaisir, garder des vêtements. C'est ce que je voulais dire. Au-delà de, effectivement, peut-être consommer moins, mais quand même encourager les jeunes créateurs. Vraiment, je tire mon chapeau parce que vraiment, tout le monde maintenant veut faire du coton bio, du recyclé, de la location. Et vraiment, c'est très, très, très dur pour eux. Voilà, pas très dur, pas pour tous, mais en fait, du coup, ils ont du courage, quoi. Voilà, merci. Ouais. Non, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au fait qu'encore une fois, là, on est un petit groupe de personnes qui est intéressé par ce sujet. Mais moi, je pense que
que pour sensibiliser. En fait, non, c'est pas pour sensibiliser, pour ne plus vraiment laisser le choix à la très grande majorité de la population. Faut pas que ça vienne, enfin, ça va toujours venir des marques qui vont produire les vêtements, mais il faut plutôt que ça vienne des politiques ou de réglementations qui font que même des gros faiseurs n'auront plus le choix. Parce que du coup, il y a, par exemple, l'industrie de la mode, elle est très, très, très large. Et Carrefour a sa propre marque de textile. Donc les gens vont continuer de faire leurs courses chez Carrefour et vont, enfin, c'est très très bien, je n'ai pas de problème avec ça. Et ils vont continuer aussi d'acheter du textile chez Carrefour sans avoir aucune conviction environnementale en tête. Mais par contre, si Carrefour n'a plus le choix dans leur mode de production, dans les matières qu'ils vont utiliser, ils vont s'y soumettre, ça sera très bien. Carrefour continuera de vendre des vêtements et ça fera, c'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la prise du train ou de l'avion, et ça fera pas les consommateurs Carrefour des gens plus respectueux qu'avant, mais par contre ça fera une industrie qui va mieux à l'échelle de la planète et des émissions qu'on a en moins. Donc moi j'adore tous les petits créateurs, toutes les petites marques et heureusement qu'on est là pour faire bouger les choses, mais vraiment l'impact global il se fait par l'autre sens. Et ouais, il faut que ça vienne des gros faiseurs, quoi. Et du coup, quand je vois toutes ces grosses chaînes d'alimentation qui se mettent à faire du bio, mais j'ai envie de dire, mais c'est parfait, quoi. Peut-être que c'est opportuniste, parce qu'ils savent que c'est dans la tendance, mais si les gros faiseurs ne s'y mettent pas, c'est pas avec les microscopiques qui touchent qu'une petite partie de la population qui est réellement engagée que ça va bouger. Donc moi, je suis plutôt tendance à dire... on est là, on fait les choses très bien et on essaye de les faire encore mieux. Mais ouais, il faut vraiment que ça ait un impact beaucoup plus large que ça, quoi. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu à mes questions. Peut-être qu'on peut garder quelques minutes. S'il y a des questions dans la salle, je ne sais pas si on peut prendre quelques minutes pour des questions dans la salle. On va prendre le temps, puisque monsieur... Alors, ouais, il y a au moins une main là-bas. Alors, monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Si l'on veut filer la métaphore avec l'alimentation bio, est-ce que l'on ne pourrait pas imaginer quand même que le consommateur qui aura peut-être dans quelques années autant d'appétence à voir ce avec quoi il s'habille que ce avec quoi il se nourrit, pourrait être sensible à une information plus facile d'accès, type un Yuka des vêtements, qui permettrait, j'allais dire, sans avoir besoin d'être quelqu'un de particulièrement averti du secteur et de la filière et des différentes étapes, puisse, par un acte d'achat et quelques secondes, faire attention à ça. Merci. Je me posais la question du Nutri-Score, oui. Moi. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un Nutri-Score? Il y a un entrepreneur dans notre coworking qui a commencé de développer un Yuka de la mode. Au niveau international, il y a en développement par la SAC, donc qui est Sustainable Apparel Coalition, qui est en train de développer le IG Index, et donc qui est l'équivalent du Nutri-Score, un système de lettres, pour qu'après, lorsqu'on prend un vêtement, voilà, on pourra identifier son impact sur l'environnement. La différence par rapport à l'alimentation, j'ai pris tout à l'heure l'exemple du café, c'est qu'un légume bio, c'est assez facile à tracer. La chaîne de valeur du textile étant tellement fractionnée que le travail il est beaucoup plus contraignant et beaucoup plus difficile pour pouvoir sortir ce genre d'index. Mais ça fait plusieurs années que c'est en route et normalement, dans 1 ou 2 ans, cet index sera sur le marché. Après, pour le coup, il y a une application qui existe déjà qui s'appelle Good on You. Donc très référentiel textile de plein de marques, avec une notation en termes d'étoiles sur 5 et des critères environnementaux et sociaux. Donc environnementaux sur les matières premières globalement, et sur la partie sociale par rapport à la transparence, par rapport au salaire des travailleurs en usine, par rapport au pays de production. Donc l'application elle s'appelle Good on You et le référentiel est quand même assez important. Nous, Picture, on y est. Et en fait, on ne nous a rien demandé. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est ultra indépendant. C'est vraiment des gens qui bossent dessus, qui vont aller gratter l'info et qui au final nous mettent une note à la fin. Et nous, on n'a aucune... en fait, la meilleure note, si on veut avoir une meilleure note, ça veut dire qu'il faut qu'on en fasse plus et que ces gens-là découvrent notre marque et qu'ils se disent eh ben, ils sont améliorés, on va peut-être leur mettre une meilleure note. Il nous reste 1 minute 30. Donc, madame, question très courte et réponse très courte. Merci. Moi, ça fait un petit moment que je suis concernée par la mode éthique. Alors, je trouve pour moi et mon mari, on y arrive, mais pour les enfants, c'est très compliqué. Le peu de marques qu'ils font, c'est pour les bébés.
Et donc voilà, à part trouver en économie circulaire pour les enfants, bon ça c'est quand même aussi compliqué parce que c'est pas, ça demande un peu d'anticipation, tout ça. Et voilà, moi j'ai 3 enfants à habiller quand même 2 fois par an, donc c'est pas simple. Pourquoi est-ce que pour les enfants on ne trouve pas plus de marques qui font de la mode éthique? Je pense, pour avoir essayé, nous en tant que marque, on a une ligne d'enfants qu'on a arrêtée. C'est un marché très très particulier. Dans la distribution, même maintenant, il y a très très peu de multimarques qui vraiment vendent de l'enfant. C'est devenu vertical, on trouve ça dans des chaînes. Et puis, le déclic d'acheter quelque chose qui va être durable pour son enfant, qui va grandir et qui, dans 1 an, ne portera plus, c'est déjà compliqué pour les adultes de faire la démarche. Alors, par rapport aux enfants, je crois que c'est un peu logiquement encore plus compliqué. Bah, on a une collection enfant, nous. Ah ben voilà, vous allez pouvoir aller voir monsieur. Merci.